C'était la météo avec le centre commercial Ma Petite Madeleine. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20 sur France 3. Une heure d'information dont voici tout de suite le sommaire. Des milliers de policiers dans la capitale et en région pour dénoncer la haine anti-flic et pour demander plus de moyens face aux casseurs. Place de la République à Paris, une contre-manifestation a dégénéré. Une voiture de police a été incendiée. Une enquête est ouverte. Également développée à 19h30 dans l'édition nationale, cette nouvelle journée de galère pour les usagers de la SNCF. Un trafic fortement perturbé par une grève nationale, la 4e depuis début mars. Le mouvement se poursuivra demain. Dans la partie régionale du 19-20, veillée d'armes avant une nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. Nous sommes allés à la rencontre d'un syndicaliste et d'un patron. 25 ans de militantisme d'un côté, la création d'une entreprise de web marketing de l'autre. Nous verrons le regard qu'il porte sur le texte et sur le mouvement social qui dure. L'inquiétude des pharmaciens, notamment en Eure-et-Loire, rupture de stock, problème d'approvisionnement, la pénurie de médicaments s'aggrave et elle concerne de plus en plus les traitements pour des pathologies lourdes. Et puis faucons, chouettes et hiboux, rencontre avec un passionné de rapaces. Il élève en Eure-et-Loire plus de 70 spécimens et vient de créer un spectacle où ces petits protégés évoluent dans les airs de manière majestueuse. Les semaines se suivent et les opposants à la loi travail ne relâchent pas la pression. Hier, des centaines de personnes ont à nouveau manifesté dans la région, comme ici à Tours, où ils étaient près de 1500 étudiants, salariés dénonçant une mise à mal du droit social et le passage en force du gouvernement. Demain, nouvelle journée de grève et de manifestation. Nous sommes allés à la rencontre d'un syndicaliste orléanais. Il milite depuis une vingtaine d'années et depuis le début de la mobilisation, il est de tous les cortèges, même s'il reconnaît que rester mobilisé n'est pas facile. Arnaud Moreau, Benjamin Savard. Devant ce restaurant administratif, des militants de plusieurs syndicats distribuent des tracts avant la grande mobilisation de demain. En grève et en manifestation. Parmi eux, Marc Lavaux. Selon lui, ce rendez-vous est un moment d'expression démocratique nécessaire, tout comme les distributions de tracts. On échange, on essaie de les convaincre et souvent on est agréablement surpris, très majoritairement, de tomber sur des gens qui sont d'accord avec nous, mais qui ont du mal à se mobiliser parce qu'ils n'y croient pas, parce que c'est une question financière. Tous sont militants de longue date et convaincus de l'utilité de cette mobilisation. L'idée, c'est de peser sur son destin, c'est d'agir, c'est d'avoir le sentiment d'être acteur et non pas toujours subir et regarder ses chaussures. Si la démocratie fonctionnait correctement, notre voix serait certainement entendue. Comme c'est pas le cas, il faut bien qu'on trouve d'autres moyens de la faire entendre. Depuis plusieurs mois, ils sont de toutes les mobilisations contre la loi travail. Tous le reconnaissent, jamais ils n'auraient pensé être à ce point en contradiction avec un gouvernement de gauche. Pourtant, en 20 ans de syndicalisme, Marc en a connu des indignations et des luttes pour y répondre. Il y a même consacré sa vie. La lutte, c'est fatigant, mais la lutte, c'est exaltant. Après, moi, je suis disponible pour mon militantisme quasiment 24 heures sur 24, mais je vis seul. Est-ce qu'une femme, des enfants, etc. Et puis, à un moment, et des fois, c'est un peu compliqué, il faut savoir en sortir aussi. Puis il y a des gens qui ne supportent pas d'y être tout le temps ou qui ont besoin d'en sortir. Marc a choisi de ne pas en sortir encore. Et même si fédérer autour de soi devient de plus en plus difficile, il sera l'un des premiers demain à se présenter devant la cathédrale d'Orléans pour une matinée de manifestation. Voilà pour cette parole de syndicaliste. Voyons maintenant ce que pensent les patrons de ce mouvement social qui dure. L'une de nos équipes est allée à la rencontre d'un chef d'entreprise à Semois dans le Loiret. Aurélie Darblade, Isabelle Racine. Une après-midi comme une autre chez Pubendrail, les 6 salariés sont sur leurs écrans. Au programme, codage et création de sites internet. Ici, tout le monde a moins de 30 ans et la loi travail est loin de leurs préoccupations. Donc, du coup, tu as résolu ton souci ? Oui, je suis en train là. Pour Elliot Bobier, l'un des dirigeants, la flexibilité de la loi El Khomri serait même une bonne chose pour sa petite entreprise. Un moyen d'embaucher sans crainte de mettre la clé sous la porte. Et malheureusement, pour se développer, à chaque fois qu'on embauche un salarié, aujourd'hui, le cadre du travail nous met plein de bâtons dans les roues. Notamment les risques de se dire si un salarié ne convient pas, s'il décide de plus venir travailler par exemple, s'il décide de nuire à l'entreprise,
on n'a pas grand-chose comme arme pour se défendre. C'est tout de suite coûteux, c'est tout de suite long. Et mine de rien, tout ça joue sur la trésorerie. Donc l'idée, c'est pas de se battre contre les salariés, c'est de tous avancer ensemble dans une équipe, quoi. L'équipe, justement, le cœur de l'entreprise pour Elliott Bobier. Pour le jeune entrepreneur, il y a patron et patron. Pour sortir un peu de cette image du patron voyou qui veut exploiter ses salariés, qui veut, un peu à la manière révolution industrielle, faire bosser les gens à la chaîne, ça existe, il y en a évidemment. Mais il y a aussi, et beaucoup, de chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise, donc qui sont 4, 5, 6, c'est 80-90% des entreprises. Une petite équipe de moins d'une dizaine de personnes qui se jurent à avancer, à se développer, à construire des choses. Loi travail ou pas, le chef d'entreprise ambitionne de signer 2 CDI par an pour se développer et agrandir l'équipe. Et puis sachez qu'en raison d'une grève à la SNCF dans le cadre des négociations sur l'aménagement du temps de travail, le trafic sera perturbé. Comptez par exemple un intercité sur 3 entre Paris et Orléans pour toutes les lignes de la région. Et pour de plus amples informations, le site internet ou le numéro de téléphone de la SNCF. Vous y avez peut-être déjà été confronté. Certains médicaments sont de plus en plus difficiles à trouver. Pénurie d'approvisionnement, rupture de stock. Le phénomène s'est aggravé ces derniers mois et concerne maintenant les traitements pour des pathologies lourdes. Illustration en Eure-et-Loire avec Théophile Mbaka et Didier Lepape. Pascal Tarot est pharmacien. Son officine compte 15 salariés. Une vraie PME où l'activité est forte. La pénurie de médicaments, les ruptures de stock, c'est son quotidien. D'année en année, la situation s'est dégradée et le problème s'est enquisté. Tous les jours, on a 30-40 produits qui ne sont pas livrés. Et c'est des produits importants. Vous avez par exemple l'Alpress. C'est un produit contre la tension. Il n'y a pas d'équivalent. Le Tadénan contre la prostate. Il n'y a pas d'équivalent. Que faire? Alors on bricole, on appelle le médecin et c'est une perte de temps. Et c'est aussi des doutes aussi pour le patient qui ne sait pas ce qui se passe. Il y a des problèmes d'observance parce qu'il ne veut pas changer de médicament. Prenez par exemple une affection chronique qui nécessite un traitement au long cours que le malade tolère plutôt bien. Si ce médicament venait à manquer, les conséquences peuvent être dramatiques. C'est pour ne pas en arriver là que les officines tirent la sonnette d'alarme. Il y a eu énormément de pénuries de vaccins, il y en a encore. Et ça pose beaucoup de problèmes parce que c'est souvent ça s'intègre dans un calendrier vaccinal, donc il ne faut pas rater le rappel. On a par exemple eu des ruptures sur des antirétroviraux. Imaginez un patient qui n'a plus son médicament, il est stabilisé, qu'est-ce qu'on va lui donner? Quelle va être la solution? Quelles vont être les conséquences sur sa maladie? C'est quand même des cas qui sont assez inquiétants. L'Ordre des médecins d'Eure-et-Loire est vent debout contre ce qui s'apparente à une rupture de traitement. Comment mesurer les effets bénéfiques d'un médicament si la prescription n'est pas respectée? Comment expliquer que l'approvisionnement connaisse des trous d'air? Les regards se tournent vers les laboratoires. C'est eux qui battent les cartes et qui ont le jeu en main. Le ras-le-bol des policiers, ils ont manifesté aujourd'hui pour dénoncer la haine anti-flics et les violences en marge des manifestations contre la loi travail. Plus de 350 membres des forces de l'ordre blessés en 2 mois. Des rassemblements ont eu lieu dans les principales villes de la région. Voici cela avec Fabienne Marcel. Des nuages de bombes lacrymogènes à Paris, des flashballs tirés à Rennes. Les manifestations contre la loi travail ont généré des violences dans certaines régions. En centre-Val de Loire, rien de tel, mais à midi, les policiers se sont rassemblés devant les commissariats. À Bourges, Tours ou Orléans, ils ont dénoncé une haine anti-flic qu'ils ressentent depuis quelques temps. Une image les a particulièrement heurtés, c'est cette affiche choc de la CGT avec ces mots « La police doit protéger les citoyens et non les frapper ». L'affiche de la CGT est inqualifiable. Je crois qu'aujourd'hui, même leur confédération a pris ses distances avec la fédération qui a produit cette affiche. Elle est inacceptable pour nos collègues qui sont tous les jours sur le terrain, que ce soit en police secours, que ce soit pour le maintien de l'ordre, que ce soit dans la police du quotidien, pour apporter une solution à l'insécurité que vivent nos concitoyens. Nous sommes des policiers républicains, nous agissons dans le cadre de la loi. Si les policiers reconnaissent certains débordements, c'est pour une raison simple, les ordres de leur hiérarchie seraient flous sur le terrain.
Il n'y a pas d'ordre clair qui dise qu'il faut isoler les casseurs du reste de la manifestation. Ce qui se passe généralement sur un maintien de l'ordre. On essaye d'isoler en fin de cortège les casseurs qui ne viennent que pour faire du trouble à l'ordre public, qui n'ont même pas pensé à cette loi travail, qui s'en foutent de ce mouvement, qui eux veulent l'anarchie totale. Donc il faut des ordres clairs et sensés, que ce soit en maintien de l'ordre, mais au quotidien également, lors des interventions. À Tours, une vingtaine de personnes a manifesté devant le rassemblement des policiers. Ils dénoncent un excès de brutalité des forces de l'ordre. Ce qu'on voulait leur expliquer, c'est pourquoi les gens ne les apprécient pas, parce qu'on a l'impression qu'ils sont au service d'une élite qui garde le pouvoir contre son peuple. Et donc du coup, on n'est pas spécialement en lutte contre le policier. On est en lutte contre ce que fait le policier en tant que fonction avec son uniforme. Selon un sondage paru dans Le Parisien ce mercredi, un chiffre qui redonnera le sourire aux hommes en bleu. Plus de 8 Français sur 10 ont une bonne opinion de la police. Elle sécurise les échanges internationaux et participe entre autres à la lutte contre la fraude et les contrefaçons. Les douanes viennent de présenter leur bilan dans la région pour l'année 2015. On fait le point avec Mélior Mohamed. En termes de lutte contre les grands trafics, la douane de la région Centre-Val de Loire affiche pour l'année 2015 des résultats stables. Au total, 67 kilos de drogue ont été saisis, en majorité lors de contrôles routiers sur l'autoroute A10. La douane a également mis l'accent sur la lutte contre le tabac de contrebande. Le contrôle des transporteurs routiers et des centres de tri postaux ont permis la saisie de 860 kilos. Valeur estimée, plus de 250 000 €. Du côté des contrefaçons, le nombre d'objets saisis a triplé par rapport à 2014. Les contrôles effectués sur les marchés et dans les magasins ont permis d'épingler plus de 122 000 articles, valeur marchande estimée 3 millions d'euros. Concernant la fraude fiscale, près de 71 millions d'euros ont été redressés en 2015, 6 fois plus que l'année précédente. Récupération de TVA, droits de douane, taxes environnementales. Dans le domaine, 2015 est un millésime exceptionnel. Et dans le contexte d'état d'urgence, les missions de la douane ont été renforcées, ses effectifs aussi. Écoutez à ce propos le directeur régional Denis Millet, il était l'invité du 12-13. Dès cette année, nous aurons 3 agents supplémentaires dont la mission a été bien décrite par le président de la République. Ces agents seront affectés à la surveillance et à la protection de notre territoire et de nos aéroports. Nous sommes ici assez loin d'une frontière, mais nous avons des autoroutes, nous avons des routes et nous avons aussi des aéroports. Et le rôle de la douane, qui malheureusement l'année dernière a été renforcé dans son action de protection des citoyens, nous contrôlons systématiquement tous les passagers qui arrivent par les aéroports de la région Centre-Val de Loire, à Tours, à Saint-Denis-de-l'Hôtel et à Châteauroux. Du sport avec du sang neuf et de l'expérience pour les tangos. Le club qui n'a pas particulièrement brillé cette saison vient de présenter ses 5 nouvelles recrues. De quoi renforcer l'effectif qui perdra l'an prochain sa meneuse et capitaine Céline Dumerc. Écoutez le président du club, Pierre Fossé. Je pense que d'abord, on ne remplacera pas plus Céline qu'on a remplacé Yannick. Ça sera une autre meneuse, Bojovic, qui amènera tout ce qu'elle a amené, de son talent. Et elle aura sûrement des défauts et elle ne va pas jouer comme Céline. Mais quand on a pris une joueuse comme Milena, c'est qu'on voulait quelqu'un qui assure vraiment l'équipe, qui soit la patronne. Enfin, de la patronne, ça ne veut pas dire qu'elle soit la capitaine, mais qui puisse manager l'équipe à ce poste-là. Donc il nous fallait quelqu'un d'expérience. Et puis en volley, la liste des 14 joueurs tricolores qui participeront au tournoi qualificatif pour les JO vient d'être dévoilée. Parmi les sélectionnés, un Tourangeau, Hubert Hainaut, qui évolue au poste de libéraux. Direction maintenant un lieu où la faune sauvage est reine. C'est en Eure-et-Loire que se trouve le 2e élevage privé de rapaces. On le doit à un passionné, ancien commandant de police. Et depuis, il s'est lancé dans un nouveau projet, monter un spectacle d'oiseaux en vol. Reportage d'Angélique Mangon et Didier Lepape. C'est un oiseau impressionnant, 2,4 mètres d'envergure et une vitesse de vol pouvant atteindre les 50 km/h. Tchouki, une pirargue à queue blanche, l'un des 15 oiseaux de ce spectacle de rapaces. Une démonstration qui résulte d'un long travail et d'une confiance établie entre le volatile et le dresseur. Quand on a suffisamment confiance en lui, on va juste lui mettre un petit émetteur sur une des plumes de la queue qui va nous permettre de le retrouver si par malheur il venait à s'éloigner du site. Alors, pour différentes raisons, si l'oiseau il prend peur, il peut partir, s'il se fait emporter par le vent. C'est ce qui est arrivé à Tchouki il y a quelques jours. Comme lui, tous les oiseaux du spectacle sont nés en captivité et élevés par Michel Vulin et son épouse. Ici, dans le second élevage privé de France, les jeunes oisillons sont nourris toutes les 4 heures pour qu'ils s'habituent au contact de l'homme.
Les pèlerins, ce sont des oiseaux qui sont assez nerveux. Et donc le fait de les voir par l'humain, ça les rend un peu plus calmes. Dans ces volières, Michel Vulin élève 70 oiseaux. Des faucons, des chouettes effraies, des milans et des hiboux. Des animaux qu'il revend ou qu'il intègre à son spectacle. Une passion née il y a de nombreuses années. On a un grand respect pour ces oiseaux, parce que d'une part, parce qu'ils sont nos yeux, on a toujours ce fameux rêve d'Icare de voler. Bon, je ne suis pas pilote d'avion, mais à travers mes oiseaux, j'imagine ce qu'ils voient, ce qu'ils font, ce qu'ils chassent. Donc c'est l'imagination un petit peu dans le rêve d'Icare. Avec ces oiseaux, cet ancien commandant de police a plein d'autres projets. Dans un peu plus d'1 an, il espère avoir transformé le camping de Bonneval en un parc ciné-animalier, où voleront notamment des perroquets et des cigognes. Quel avenir pour les salariés de Culture au Centre? En février, le Conseil régional annonçait pour des raisons budgétaires la disparition de cette structure chargée de développer des politiques culturelles. Une vingtaine de personnes perdent leur emploi. Quelques propositions de reclassement ont été faites, mais elles ne sont pas du tout à la hauteur des espérances. On fait le point avec Xavier Nézé. Depuis 30 ans, les salariés du Culture au Centre ont pour mission d'organiser des manifestations culturelles. Mais depuis le mois de février, ils organisent des manifestations tout court. Ils n'ont aujourd'hui plus l'espoir d'empêcher la fermeture de l'agence, mais ils se battent pour améliorer les conditions de départ qui pour l'instant ne les satisfont pas. Parmi les 19 salariés licenciés, 8 auront des offres de reclassement, mais plusieurs d'entre eux devront accepter des baisses de salaire et des postes en CDD. Les autres devront se contenter d'un plan de formation à minima. Concrètement, aujourd'hui, il est proposé à 5 personnes environ 2 000 € de formation. Donc, vous voyez ce que c'est que la formation professionnelle. Ça fait à peu près quelques jours de formation professionnelle qui est consacrée à ce reclassement. Donc, pour nous, le compte n'y est pas, c'est largement insuffisant. Depuis plusieurs semaines, les salariés du Culture au Centre multiplient les manifestations publiques pour interpeller François Bonneau et lui rappeler certains engagements de campagne en matière culturelle. Ce vendredi, ils ont prévu par exemple de pique-niquer sous les fenêtres du Conseil régional. Et vendredi et samedi prochains auront lieu les Voix d'Orléans, une série de rencontres avec des intellectuels francophones de 16 pays. Une première édition voulue par le maire Olivier Carré, que Pierre Boucheneau et Alain Eudes ont rencontré. En attendant que s'expriment les Voix d'Orléans, voici des portraits de femmes, puisque la question qui sera traitée lors de ces premières rencontres de la francophonie sera celle-ci. Comment le monde pense-t-il les femmes? Comment les femmes pensent-elles le monde? Pour y répondre, un vecteur commun à celles et ceux venus de 16 pays différents, la langue française. C'est ce qu'a voulu Olivier Carré. J'ai voulu cette initiative parce que, en fait, on parle après les événements de 2015, et notamment ceux du mois de janvier. J'ai pu observer que les réactions les plus motivées, les plus sincères, venaient souvent d'intellectuels francophones, de Libye, de Tunisie, d'Égypte. Je me souviens d'avoir lu toute une série d'articles, et qui prenaient ce problème de l'islamisme radical, des attaques contre l'Occident, en particulier contre la liberté d'expression, là où il fallait, en rappelant et en affirmant les valeurs que la France a toujours portées, et notamment depuis les Lumières. C'est Marie-Hélène Leny qui signe les portraits de femmes accrochés aux grilles de la mairie et de l'hôtel du Panloup, à l'intérieur duquel, vendredi et samedi, se tiendront conférences et tables rondes de cette première édition des Voix d'Orléans, les rencontres de la francophonie. C'est la fin de la partie régionale du 19-20, mais l'information de proximité continue. À suivre vos éditions locales en Touraine et dans le Berry. Partout ailleurs, on se retrouve juste après la météo pour 7 au centre. À tout de suite.